C'est à vous, Laura. Nous allons vous présenter l'analyse risque des Philippines. Archipel de 7100 îles avec comme capitale Manille, les Philippines se caractérisent par un éclatement du territoire à travers 81 provinces et plus de 170 langues. De plus, les Philippines sont un des seuls pays asiatiques à majorité catholique. Après une colonisation espagnole, puis américaine, les Philippines deviennent indépendantes en 1946. S'ensuit une période autoritaire sous le régime de Ferdinand Marcos qui prend fin en 1986. Les Philippines sont donc une jeune démocratie en pleine transition démocratique. Preuve du bon développement du pays, le PIB en volume a plus que triplé ces 20 dernières années. De plus, la croissance des Philippines se maintient dans une fourchette élevée de 6 à 7%. Plus récemment, le typhon Haiyan a mis en lumière les difficultés de gestion des risques de la part du gouvernement. Plus largement, à la lumière de cet événement, les Philippines sont-elles en capacité de mener à terme leur processus de développement? Notre diagnostic est donc le suivant. Les Philippines ont de bonnes perspectives de développement, ralenties par la faiblesse de l'État. Notre présentation se décomposera en 3 points. Tout d'abord, le pays se situe sur le sentier de l'émergence. Cependant, la faiblesse de la gouvernance ralentit les perspectives de développement. Enfin, de nombreux défis restent à relever pour exploiter les opportunités du pays. Tout d'abord, il faut dire que les Philippines sont un pays sur le sentier de l'émergence. Leur croissance est soutenue par la diaspora, et cette croissance a été relativement dynamique ces dernières années. On notera néanmoins que l'investissement public philippin demeure limité, étant la croissance est principalement tirée par les exportations et par la consommation privée. Cette consommation privée est notamment soutenue par les remises des dividendes. Cet afflux est tout d'abord en constante augmentation et contrastique. Ce qu'on remarque entre 2008 et 2012, les remises ont continué à croître à un rythme annuel de 5,5%. Elles jouent donc un rôle d'amortisseur des cycles économiques, d'autant plus qu'elles bénéficient d'une diversification tant au niveau de l'emploi des migrants que de leur localisation géographique. On remarque ainsi que la part historiquement élevée des Amériques a diminué, notamment au profit de régions comme le Moyen-Orient ou l'Asie. Du côté politique, l'État entretient cette culture d'immigration par une véritable prise en charge du bien-être des migrants. L'État mène des programmes volontaristes de départ à l'étranger avec des agences gouvernementales, notamment comme on peut le voir, le PEA et l'OA. Il faut souligner aussi un rôle proactif de l'État dans la défense des droits des ressortissants étrangers. Également, les Philippines ont une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. La population philippine a doublé depuis les années 80. L'augmentation d'une population en âge de travailler fournit donc une force de travail importante pour les pays. Ainsi, le bilinguisme de la population philippine lui permet de s'exporter. Les Philippines sont les pays avec l'indice Business English le plus élevé au monde. Également, la qualité de la population philippine est reconnue internationalement. Les efforts du gouvernement pour rendre accessible une école primaire à la plupart de la population ont permis un taux d'inscription de l'école primaire de 90%. Les étudiants philippins étudient donc majoritairement dans les secteurs porteurs pour le développement économique. Enfin, la main-d'œuvre philippine est remarquablement compétitive par rapport aux pays de la région, lui permettant même de rivaliser sur ce sujet avec la Chine. Les Philippines bénéficient également d'un environnement financier sain. L'assainissement des finances publiques est un des piliers de la stratégie de développement des Philippines et a porté ses fruits puisqu'en 2013, les Philippines sont passées en investment grade chez les 3 principales agences de notation. En effet, depuis 2003, le poids de la dette publique est en baisse. C'est le résultat d'une croissance dynamique, mais également d'efforts soutenus de la part du gouvernement pour maintenir un faible déficit budgétaire. Celui-ci représentait en 2014 seulement 0,6% du PIB. Les autorités travaillent également à améliorer la soutenabilité de la dette, puisque des mesures ont été prises pour allonger sa maturité, ainsi que pour réduire la part de la dette libellée en devises étrangères. On note également que la majeure partie de la dette philippine publique est interne. Honnêtement, l'extérieur philippin n'apparaît pas non plus préoccupant. En effet, malgré une augmentation de la dette externe en volume, surtout tirée par le secteur privé, on remarque que les quantités d'indicateurs de solvabilité, que sont le ratio dette sur PIB et dette sur exportation, décroissent de manière régulière et s'éloignent aujourd'hui des valeurs jugées préoccupantes. Enfin, les réserves de change détenues par la Banque centrale philippine couvrent plus de 5 fois le montant de la dette externe philippine, mettant ainsi le pays à l'abri d'une éventuelle crise de liquidité. Par ailleurs, au niveau du financement de l'économie, le secteur bancaire philippin connaît un réel essor. En effet, le volume de crédit a augmenté de 19,9% entre 2010 et 2014. Cet essor est à prendre au prisme de la faible bancarisation du pays. En effet, seul un Philippin sur 4 possède aujourd'hui un compte bancaire. Par ailleurs, et malgré cet essor, le niveau de crédit reste bas, notamment en comparaison de ses voisins régionaux. Ce qui nous permet de dire que l'économie philippine dispose à l'heure actuelle d'un réel levier de croissance par le crédit. Cette sorte de crédit
se tient dans un environnement bancaire solide. En effet, les principaux risques bancaires sont maîtrisés et la réglementation macro-prudentielle en vigueur va plus loin que celle issue des standards internationaux de Bâle III. Un autre facteur de stabilité économique réside dans l'efficacité de la politique monétaire et la capacité de la Banque centrale à maîtriser l'inflation. Si on regarde sur le graphique suivant et si on exclut la période 2008-2009 correspondant à la crise financière et à l'envolée des matières premières, l'inflation a été globalement bien contenue, l'inflation que vous voyez en bleu, bien contenue entre les bornes rouges définies par la Banque centrale. Toutefois, cette inflation est actuellement sur un des niveaux les plus bas jamais observés depuis 15 ans et la Banque centrale anticipe une reprise haussière au cours des trimestres voire des années à venir. La politique monétaire joue également un rôle de soutien au niveau du cours de la monnaie qui s'est fortement dépréciée depuis la crise asiatique de 1997. Cette monnaie a tendance à s'apprécier depuis le milieu des années 2000 avec l'essor du commerce international, l'afflux de devises et également le soutien de cette politique monétaire. Cet essor économique a été permis à travers la démocratisation du pays engagée en 1986. Cette dernière a su mettre en place un cadre institutionnel stable. La Constitution datant de 1987 n'a pas été modifiée, et ce, malgré de nombreuses tentatives de coup d'État, ce qui démontre une certaine stabilité et une institutionnalisation des pouvoirs politiques. La Constitution met en place un régime présidentiel avec des mécanismes de contrôle, un peuple souverain et une justice indépendante. Les mandats uniques des présidents sont respectés et laissent place à une alternance entre les différents partis politiques de centre droit et de droite du pays. Il faut aussi compter sur le rôle de la société civile. En effet, celle-ci a eu un rôle important lors de la transition démocratique. Aujourd'hui, la société civile continue de lutter activement pour l'amélioration des droits civiques. Cependant, les associations religieuses représentent un frein au développement des avancées sociales. Ainsi, les Philippines sont le seul pays avec le Vatican à ne pas autoriser le divorce. Malgré un cadre institutionnel stable et une force relative de la société civile, les pratiques politiques philippines nuisent à la bonne gouvernance du pays, ce qui est un frein au développement. La composition de l'État et ses pratiques limitent et affaiblissent ses capacités d'action. La gestion politique du pays repose sur un fonctionnement oligarchique. Des grandes familles présentes sous l'ère autoritaire et au moment de la démocratisation se succèdent depuis 30 ans aux postes importants du régime, à l'exemple de la famille Aquino ou de la famille Marcos. La faiblesse de l'appareil bureaucratique et la forte personnalisation du pouvoir qui en découle limitent l'État philippin et l'affaiblissent. Celui-ci se voit en conséquence parfois supplanté par des acteurs pivots qui ont une influence qui fait parfois autorité. La collusion des élites économiques et politiques entraîne le développement d'un capitalisme de connivence, ce qui ne permet pas de mettre en place des politiques inclusives, et cela représente un frein au développement. Malgré une amélioration de la lutte contre la corruption, cette dernière reste endémique et se caractérise par l'accaparement des ressources publiques par les dirigeants. C'est aujourd'hui la principale raison qui empêche les investisseurs étrangers d'investir dans le pays. La faiblesse des recettes publiques constitue un autre frein au développement du pays. Cette faiblesse s'explique par l'importance de la fraude et de l'évasion fiscale, les nombreuses exemptions d'impôts, la maigreur de l'assiette fiscale de l'impôt sur le revenu et les capacités limitées de l'administration fiscale qui peinent à repérer les fraudeurs. Or, le gouvernement souhaiterait augmenter ses dépenses afin d'améliorer les infrastructures du pays et de développer sa politique sociale. Pour ce faire, il doit donc poursuivre les efforts qu'il a déjà entamés pour augmenter ses recettes fiscales, surtout qu'il souhaite maintenir un faible déficit budgétaire. En plus, les faibles capacités de l'État complexifient la maîtrise de son territoire. La position des Philippines au sein de l'océan Pacifique expose particulièrement les Philippines aux risques environnementaux. Le gouvernement philippin a tenté à développer un système institutionnel de gestion des catastrophes naturelles. Néanmoins, et du fait de ses capacités limitées d'action, les dégâts et l'impact humain continuent à être considérablement très élevés. Les Philippines sont les pays avec le nombre de déplacés internes les plus élevés au monde par rapport à leur population. Les perspectives en termes de développement humain sont freinées par de fortes inégalités territoriales. D'une part, elles sont le résultat d'une fragmentation géographique due au caractère insulaire du pays, les îles du Nord étant plus favorisées que celles du Sud. Et d'autre part, révélatrice d'une fracture entre les zones rurales et urbaines, les milieux ruraux étant les premiers touchés par la pauvreté.
La situation des métropoles est tout aussi préoccupante. La très forte densité de population, la gestion problématique des déchets ainsi que la difficile réhabilitation des bidonvilles sont les symptômes d'une urbanisation mal contrôlée. En témoigne le fait que 38% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. La difficulté de l'État philippin à mettre en place des politiques publiques efficaces a des conséquences sociales bien réelles. En termes d'indice de développement humain, les Philippines occupent le 117e rang mondial sur 187 pays, se plaçant ainsi légèrement en dessous de la moyenne des pays d'Asie du Sud-Est. Le pays souffre de fortes inégalités en termes de répartition des richesses. Selon l'indice de Gini, les Philippines obtiennent un score de 43, ce qui est élevé en comparaison d'autres pays de la zone. La mise en œuvre de programmes sociaux par le gouvernement a permis depuis les années 90 une généralisation de l'accès aux besoins fondamentaux, à la santé et à l'éducation, accès qui reste néanmoins insuffisant. Les inégalités socio-économiques se traduisent par une prégnance de la pauvreté. On estime qu'environ un Philippin sur deux touche moins de 2 $ par jour. De fait, l'émergence d'une classe moyenne n'est toujours pas au rendez-vous et constitue un véritable enjeu de développement. La difficulté de l'État à maîtriser son territoire se ressent également au niveau économique. Donc, le marché du travail devient rigide et peine à se réformer, comme en témoigne un taux de sous-emploi et de chômage stable, mais avec un taux de chômage élevé par rapport à ses voisins. L'économie philippine est par ailleurs marquée par un très fort taux d'informalité. De fait, il représente près de 20% du PIB et emploie près de 20 millions de Philippins. De plus, l'informalité touche particulièrement les micro et petites entreprises dans les secteurs primaires et tertiaires. Au niveau économique, la faiblesse de la gouvernance se traduit aussi quand on regarde le climat global des affaires. Si on regarde le rapport de l'OMS établi par la Banque mondiale, les Philippines se placent au rang 103 sur 189 nations et ce classement ne cesse de se dégrader d'année en année. Au niveau des résidents, les échanges économiques sont le climat général des affaires pour les non-résidents est également perturbé en leur restreignant l'accès au marché public, le gouvernement privilégiant les partenariats privés, les possibilités d'acquisition de sociétés locales et l'interdiction d'acheter des terres agricoles, voire des terrains. Enfin, au niveau des infrastructures, les infrastructures sont de très mauvaise qualité et perdurent les échanges économiques et le climat global des affaires. Notamment en faisant un focus sur les réseaux routiers, seulement 73% des routes aux Philippines ne sont non goudronnées. Ce qui fait des Philippines, quand on regarde l'indice de performance logistique, un indice bien en deçà des autres pays asiatiques. Cet environnement dégradé des affaires est la principale cause de la perte de compétitivité de la base industrielle des Philippines. Preuve, le solde courant positif en rouge cache néanmoins un déficit chronique de la balance des biens en bleu. Ce déficit s'explique notamment par des termes de l'échange très dégradés, puisque les Philippines importent majoritairement des biens de consommation et d'équipement et n'exportent que des produits peu transformés, notamment des composants électroniques bas de gamme, qui restent très fortement soumis à la volatilité de la conjoncture et de la demande mondiale. Quant à la destination de ces échanges, on remarque une concentration des partenaires commerciaux sur le marché de l'import et notamment sur le marché de l'export, puisque les 4 premiers principaux partenaires commerciaux, Chine, Japon, États-Unis et Singapour, représentent 65% des échanges. Ainsi, les réformes entreprises au moment de la transition démocratique doivent être amplifiées afin que le pays puisse saisir le plein potentiel de son développement économique. Nous avons identifié ainsi 4 défis dont l'issue reste incertaine et qui seront des éléments de point de bascule pour l'avenir du pays. Premier d'entre eux, celui de l'insertion du pays dans son environnement régional, notamment d'un point de vue commercial, puisque les Philippines ont fait le choix de se tourner progressivement vers ses partenaires de l'APEC, pour preuve la part élevée dans les échanges de l'Asie de l'Est et des États-Unis, et tournent progressivement le dos à ses partenaires de l'ASEAN, qui souffrent d'une intégration à la fois politique et économique très superficielle et qui voit sa part diminuer, notamment au profit de l'Union européenne, grâce notamment à la signature d'un traité de libre-échange en janvier dernier. Malgré la mer méridionale de Chine constitue un enjeu stratégique majeur pour les Philippines et elle est théâtre de litiges maritimes autour des îles Sprani, de Sparachel et Scarabuchoal. Et le climat s'est détérioré avec la construction d'îles artificielles par la Chine depuis 2012 et encore avec la déclaration de l'AE qui s'est déclarée compétente pour juger la situation. Une solution multilatérale au conflit reste donc probable, écartant un risque d'escalade armée. Étant donné un risque d'escalade armée, où les deux États ont signé un accord militaire en avril 2014 qui venait depuis 1951. Et il faut souligner la déclaration de Barack Obama au sommet de la paix à Manille, où il a confirmé son soutien militaire aux Philippines.
deuxième grand défi auquel va faire face les Philippines est celui de l'amélioration de son attractivité, notamment pour les investisseurs étrangers, puisqu'on remarque que les Philippines font face à une volatilité des investissements étrangers, notamment des investissements de portefeuille qui seront très fortement impactés au moment de la probable remontée des taux de la Fed ce mois-ci. C'est pour tenter d'atténuer cette volatilité que le gouvernement a tenté d'attirer des investissements de plus long terme au regard des IDE, qui ont ainsi cru pendant la période où Aquino était président de 83%. Néanmoins, cette évolution est à nuancer puisque le stock, au regard des IDE reçus par la ZAN, puisque le stock d'IDE reçus par les Philippines ne représente que 2% sur la même période. Un des moyens de développer ces investissements et d'attirer des capitaux extérieurs serait pour le pays de mieux exploiter ses richesses naturelles. Tout d'abord, le secteur agricole. Le pays dispose de terres agricoles de grande qualité, mais ce secteur reste trop peu développé et vulnérable notamment au choc climatique. Les investissements seraient nécessaires, notamment au niveau des infrastructures de stockage et dans la mécanisation, pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur qui se trouve actuellement en situation d'insécurité alimentaire, notamment au niveau du riz. Deuxièmement, au niveau minier, le pays dispose du 5e potentiel minier au monde, c'est-à-dire que le potentiel est estimé à environ 1000 milliards de dollars, mais contribue qu'à moins de 1% du PIB, c'est à peu près 30 milliards de dollars. En comparaison, l'Afrique du Sud, c'est 8%. Donc des investissements sont nécessaires aussi à ce niveau-là. Enfin, des potentialités existent au niveau énergétique. 30% du mix énergétique est assuré par des énergies renouvelables. Le pays dispose du deuxième parc géothermique, mais le potentiel serait estimé au double si ces investissements étaient réalisés dans les années à venir. Le troisième défi pour les Philippines est la diminution de l'insécurité. Un des conflits qui mine l'insécurité est celui de Mindanao, qui dure depuis 1970 et oppose le front séparatiste musulman Moro et le gouvernement de Manille. Le conflit s'explique principalement par la présence de minorités musulmanes au sud. Plusieurs groupes terroristes opèrent dans la région, dont le plus ancien, le MNLF, et le plus virulent, Abu Sayyaf, qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2014. Le conflit a déjà fait plus de 120 000 morts et 2 millions de blessés. Ainsi, les Philippines se classent 11e sur 121 selon le Global Terrorism Index. Le 14 janvier 2015, un accord historique a été signé entre le MILF et le gouvernement de Aquino Noy. Cet accord doit entériner la création d'une base ICLO donnant l'autonomie à la région Bangsamoro. Cet accord, bien qu'encourageant, reste fragile, notamment du fait de l'opposition des groupes rebelles de la région. De plus, Aquino Noy avait fait de la lutte contre la criminalité un des objectifs de son mandat. Cependant, sa criminalité demeure élevée et le taux d'homicide aux Philippines est bien supérieur à ses voisins asiatiques. Les Philippines sont également classées depuis 1992 comme le 3e pays le plus meurtrier pour les journalistes, après l'Irak et la Syrie. Enfin, les crimes extrajudiciaires et la torture policière demeurent élevés, en témoigne une roue de la torture utilisée par la police. En 2014, 35 cas de torture policière ont été retrouvés, mais aucune condamnation. L'impunité demeure la règle concernant ces activités. Pour finir, le quatrième défi sera la gestion de la campagne électorale et l'élection d'un nouveau président. Les campagnes électorales aux Philippines, bien que mobilisatrices, sont souvent le fait d'affrontements violents entre les différents clans politiques. Le résultat des élections de 2016 est incertain. En effet, la qualité et la vitesse du développement dépendra du candidat élu. Les conséquences ne seront pas les mêmes si les élections donnent victoire aux candidats très corrompus tels que le vice-président actuel Relomar Bine ou le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. La candidate, qui représentait un véritable changement et qui défendait un programme social très ambitieux, vient d'être disqualifiée de la course au présidentiel suite à des pressions des conservateurs. Ces élections seront donc, à n'en point douter, un point déterminant quant à l'avenir du pays. Les Philippines sont donc assurément à un moment charnière. Malgré un processus de développement économique prometteur, l'État philippin ne parvient pas à saisir la pleine mesure du potentiel de développement de son pays. En conséquence, les principaux points de bascule qui vous ont été présentés durant cet exposé ont fait l'objet d'une notation allant de 0 à 10. Ce processus de quantification du risque a abouti sur l'attribution aux Philippines d'une note moyenne de 5,1 sur 10, ce qui correspond à un profil de risque investisseur modéré. Cette note est bien sûr à prendre en compte dans une perspective évolutive. C'est dans ce contexte que nous avons établi 3 scénarios de développement pour le pays. Dans notre premier scénario, nous attribuons une probabilité de 35%. Les Philippines ne parviennent pas à pérenniser leur développement. En effet, l'élection d'un président corrompu débouche sur une dégradation supplémentaire des pratiques de gouvernance du pays, rendant impossible tout développement économique. Dans notre second scénario, le processus de développement philippin se poursuit lentement. En effet, on est donc sur l'hypothèse d'un statu quo. Si le président élu parvient à continuer sur la lancée du plan de développement actuel, la difficulté de réformer les pratiques politiques du pays et donc sa gouvernance continue de miner le développement du pays. Enfin, notre dernier scénario est celui d'un miracle philippin. Dans ce scénario,
élection présidentielle à venir débouche sur un président qui parviendra tant à impulser un réel plan de développement ambitieux qui a réformé la gouvernance du pays, permettant aux Philippines de résorber à long terme leur vulnérabilité, attachant à ce scénario une probabilité de 10%. C'est donc la fin de notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention et sommes prêts à accueillir vos questions. C'est très gentil en même temps, merci. Cet éditeur étant tuteur du groupe de prendre du recul sur le travail. Néanmoins, j'ai pu voir évoluer le groupe et entre la restitution à blanc et la restitution aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un énorme travail de fait. Et j'ai notamment apprécié la structure de votre travail et notamment la clarté quant à la problématique, aux hypothèses posées, aux défis auxquels faisait face le pays pour l'avenir. Donc, du point de vue de l'exercice et de réduire l'image de données dans un temps réduit, et tout en gardant à l'esprit et en accentuant vraiment les enjeux en matière de problématiques, de questionnement et de pourquoi cette information regarde la problématique posée, je trouve que vous avez énormément travaillé, progressé depuis une semaine. Donc, bravo pour ça. Sur le fond, le poids de la gouvernance, enfin, il y a plusieurs dimensions. Déjà, le fait que les Philippines tournent le dos à l'ASEAN et à l'Asie du Sud-Est, oui. Après, il y a des déterminants structurels, et la colonisation dont vous avez parlé en est un facteur. Sur le poids de la gouvernance par rapport au poids des aléas, j'ai bien aimé le fait que vous ne mettiez pas ces deux niveaux au même plan, en posant très clairement le fait que la vulnérabilité potentielle était accrue du fait de cette faiblesse de gouvernance, indépendamment de l'exposition aux aléas. J'avais quelques questions sur la croissance de la corruption. On la voit croître depuis 2009, je crois. Avez-vous des éléments sur le graphique, c'était la lutte contre la corruption, c'est-à-dire que ça illustrait le fait que depuis 2010, il y a de plus en plus de politiques de lutte contre la corruption qui sont mises en place. Sur le bilan Sur le bilan, elle a nettement diminué depuis 2010, l'élection du nouveau président. Elle occupait la 102e place à la fin des années 2000. Elle est aujourd'hui entre la 82e et la 85e place selon le classement du CPI. Elle est conjoncturellement, sur le mandat d'Aquino, c'est très instable et variable d'une année sur l'autre. Et globalement, elle reste quand même très forte. Il y a le scandale de corruption, donc de détournement de fonds prioritaires pour l'aide au développement qui est énorme. Et on estime qu'à la vitesse où va la Cour de justice qui s'occupe de la corruption pour traiter ces affaires-là, il faudra plus d'une décennie pour régler ce détournement. Pour donner un ordre de grandeur, entre 2010 et 2012, on estime que la classe politique a détourné, juste parmi ce fonds d'aide prioritaire au développement, 10 millions d'euros. Sur la pauvreté, est-ce que les chiffres que vous fournissez en matière de pourcentage de pauvreté et calcul en termes de dollars par jour, est-ce que ça inclut les remises ou pas? Je pense que ça les inclut, puisque ce sont les données de la Banque mondiale. Donc, de toute façon, on voit très bien l'impact économique des remises au niveau de la consommation, qui reste soutenu, et ce, malgré la crise économique qu'ont connue les Philippines. Donc, je pense effectivement qu'elle s'inclut les remises. En fait, c'est des données que nous avons croisées à la fois de la Banque mondiale, mais aussi des données qui sont données par les autorités philippines, et aussi des données que l'on a trouvées sur la Banque de développement asiatique. Donc c'est à partir de... On essaie vraiment de croiser les données aussi pour élaborer cette classification. J'ai une dernière question, je laisserai la parole à mes collègues.
J'ai une interrogation de fond sur l'établissement des 3 scénarios au prisme du résultat des élections. Donc, comment pondérer entre des dimensions, des éléments structurels qui évoluent, et puis cette élection, et le résultat de cette élection? Effectivement, les scénarios qu'on a construits sont le résultat à la fois de chocs conjoncturels qui peuvent atteindre les Philippines, notamment ceux de notre pessimiste, et également d'évolutions internes au pays quant aux élections. Comme disait Célina, qui pourra peut-être développer,